Bien, nous allons donc poursuivre le cours sur la pharmacologie du système orthosympathique. Je voudrais revenir sur les stimulants alpha-adrénergiques, car hier j'ai oublié de vous parler des effets indésirables des alpha-bloquants. Donc les effets indésirables des alpha-bloquants, des alpha-stimulants, sont directement liés à l'action alpha-stimulante. Et il s'agit essentiellement de poussées tensionnelles et de troubles du rythme cardiaque. Bien, nous voilà maintenant avec les stimulants bêta-adrénergiques. Donc, je vous disais hier que ces bêta-sympathomimétiques peuvent avoir une certaine spécificité d'action sur les sous-types de récepteurs bêta. On va donc voir les stimulants qui stimulent donc tous les récepteurs bêta. On verra ensuite les sympathomimétiques qui stimulent préférentiellement les bêta-1 et puis ensuite ceux qui stimulent préférentiellement les bêta-2. Donc tout d'abord, les stimulants des récepteurs bêta-1, bêta-2 et bêta-3. Le type en est l'isoprénaline. L'isoprénaline qui a une structure moléculaire qui est très proche de celle de l'adrénaline, qui, je le rappelle, est un des médiateurs du système orthosympathique. Alors, quelles sont les propriétés pharmacologiques de l'isoprénaline ? Propriétés pharmacologiques avec tout d'abord les actions cardiovasculaires. Par effet bêta-1, l'isoprénaline provoque une cardiostimulation se traduisant par une tachycardie et une augmentation de la force de contraction du myocarde. Ces effets chronotropes positifs et inotropes positifs entraîne une augmentation du débit cardiaque, augmentation du débit cardiaque qui s'accompagne d'une augmentation du travail cardiaque, donc de la consommation en oxygène par le myocarde. À côté de ces effets donc chronotropes positifs et inotropes positifs, l'isoprénaline exerce des effets dromotropes et bathmotropes positifs. C'est-à-dire donc qu'elle améliore la conduction intracardiaque et qu'elle augmente l'excitabilité cardiaque. Donc ceci par effet bêta-1. Par effet bêta-2, eh bien, elle provoque la vasodilatation.
d'autres actions que les actions cardiovasculaires. Par effet bêta-2, l'isoprénaline provoque une bronchodilatation, une relaxation utérine, et une hyperglycémie par glycogénolyse. Par effet bêta-3, elle augmente les acides gras libres par lipolyse. Alors, la pharmacocinétique et la voie d'administration, les voies d'administration de l'isoprénaline, bien, cette substance est détruite au niveau du tube digestif. Nous pouvons donc en déduire que la voie d'administration préférentielle est la voie intraveineuse. Après administration par voie intraveineuse lente, la demi-vie d'élimination varie de 3 à 7 heures. Elle est métabolisée par désamination oxydative et par méthylation. Elle est ensuite éliminée essentiellement au niveau rénal. Alors, les indications et les effets indésirables de l'isoprénaline. Tout d'abord, les indications. L'isoprénaline est un médicament d'urgence indiqué dans les états de choc cardiovasculaire ainsi que dans le bloc auriculo-ventriculaire. Je vous rappelle, le bloc auriculo-ventriculaire est un trouble du rythme qui est caractérisé par un ralentissement ou un arrêt de l'onde d'excitation entre les oreillettes et les ventricules. Les effets indésirables, ils sont d'ordre cardiovasculaire. On peut observer des troubles du rythme, des tachycardies, des douleurs angineuses et une hypotension. Et comme tous les bêta-stimulants, bien, des phénomènes de tolérance sont fréquents, dus à la down-régulation. Les stimulants bêta-1 préférentiels. Avec la seule molécule commercialisée en France qui est la dobutamine.
Alors, les propriétés pharmacologiques de la dobutamine, bien, son action est dominée par ses effets cardiaques, puisque c'est un stimulant bêta-1 préférentiel. Elle exerce un effet inotrope positif qui est supérieur à celui de l'isoprénaline et même de l'adrénaline. Les effets chronotropes et dromotropes positifs sont modérés et ils sont inférieurs à ceux exercés par l'isoprénaline. Donc la dobutamine augmente le débit cardiaque et elle améliore le débit coronaire et le débit rénal. À noter que l'augmentation du débit coronaire s'accompagne d'une meilleure vascularisation sous-endocardique. La pharmacocinétique est la voie d'administration de la dobutamine. Elle est détruite en grande partie par le tube digestif et aussi par effet de premier passage hépatique. Elle est donc administrée par voie parentérale. En perfusion continue, compte tenu de sa demi-vie d'élimination qui est courte. Sa demi-vie d'élimination est de l'ordre de 2 minutes. Elle est métabolisée au niveau hépatique par méthylation et conjugaison. Et elle est éliminée par voie urinaire et biliaire. Les indications et les effets indésirables. Les indications, eh bien, cette molécule est indiquée dans le traitement du choc cardiovasculaire. Et aussi dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Les effets indésirables. Les effets indésirables surviennent surtout à posologie élevée. Et ils sont d'ordre cardiovasculaire, avec donc des poussées tensionnelles et des troubles du rythme.
Toutefois, quelques cas d'hypersensibilité ont été rapportés. Hypersensibilité telle que de la fièvre, un bronchospasme, ainsi que parfois des nausées ou des céphalées. Et en cas de traitement supérieur à 3 jours, eh bien, des phénomènes de tolérance ont été observés. Les stimulants bêta-2 préférentiels. Ces stimulants bêta-2 préférentiels provoquent une bronchodilatation et une relaxation utérine. Trois molécules principales sont commercialisées, le salbutamol, la terbutaline et le phénotérol. Leurs indications préférentielles sont le traitement de l'asthme pour les trois molécules, et la menace d'accouchement prématuré pour le salbutamol et la terbutaline. Salbutamol et terbutaline peuvent être administrés par voie orale, intraveineuse ou encore sous forme d'aérosol selon les indications asthme ou menace d'accouchement prématuré. Le phénotérol, lui, n'est administré que sous forme d'aérosol. Et avec ces stimulants bêta-2 préférentiels, comme avec les autres stimulants bêta, il y a des phénomènes de tolérance peuvent être observés. Nous avons donc vu les stimulants alpha-adrénergiques, les stimulants bêta-adrénergiques, et nous allons voir maintenant les stimulants alpha et bêta-adrénergiques. Ces stimulants sont représentés par la noradrénaline, l'adrénaline, mais aussi par la dopamine, qui, à côté de son action sur des récepteurs spécifiques, qui sont les récepteurs dopaminergiques, stimule aussi les récepteurs alpha et bêta. Je vais tout d'abord vous présenter la noradrénaline et l'adrénaline, et ensuite nous verrons la dopamine. On verra les actions cardiovasculaires, la pharmacocinétique et la voie d'administration, et les indications et effets indésirables. Donc tout d'abord, noradrénaline et adrénaline.
La noradrénaline stimule les récepteurs alpha et les bêta-1 uniquement. L'adrénaline stimule les récepteurs alpha, les bêta-1, comme la noradrénaline, mais elle stimule aussi les récepteurs bêta-2 et bêta-3. Mais la grosse différence avec la noradrénaline, c'est cette stimulation bêta-2, qui a donc des conséquences sur le plan vasculaire. Alors ces deux substances, par effet alpha et bêta-1, inhibent le tractus gastro-intestinal. Elles provoquent une midriase et elles ont des actions cardiovasculaires que l'on va voir juste tout de suite après. Tout de suite après, quelques mots sur l'adrénaline. L'adrénaline qui exerce en plus des effets bêta-2 et qui donc provoque une vasodilatation, une bronchodilatation, une relaxation utérine et aussi des effets métaboliques, à savoir glycogénolyse et augmentation de la sécrétion d'insuline et de glucagon. Donc venons-en maintenant aux actions cardiovasculaires de la noradrénaline et de l'adrénaline, en commençant par la noradrénaline. Donc je rappelle, noradrénaline qui stimule les récepteurs alpha et bêta-1 uniquement. Par stimulation bêta-1, la noradrénaline provoque un effet inotrope positif et un effet chronotrope positif. Et par stimulation alpha, elle provoque une vasoconstriction qui entraîne une hypertension. Les actions cardiovasculaires de l'adrénaline. Ces actions cardiovasculaires dépendent des posologies utilisées. Dans tous les cas, elle exerce une forte stimulation cardiaque. Donc, effet cardiovasculaire en fonction des doses. À faible dose, on a surtout un effet bêta. Donc, par stimulation bêta-1, elle exerce un effet inotrope positif et chronotrope positif. Et par stimulation bêta-2, elle provoque une vasodilatation. Vasodilatation qui entraîne une diminution de la pression artérielle.
À dose moyenne, on a les effets alpha et bêta. Et par effet alpha, elle provoque une vasoconstriction qui contrebalance la vasodilatation bêta 2. La pression artérielle augmente par cardiostimulation bêta 1. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la vasoconstriction alpha contrebalance la vasodilatation bêta 2, donc il y a une neutralisation, et on a une élévation de la pression artérielle qui est due à la stimulation bêta 1 cardiaque. À forte dose, l'effet alpha prédomine. La vasoconstriction donc l'emporte, entraînant une élévation de la pression artérielle, donc une hypertension. Alors la pharmacocinétique de ces molécules et la voie d'administration. Elles sont inactives lorsqu'elles sont administrées par voie orale. Elles ne sont utilisables que par voie parentérale. Voie sous-cutanée, voie intraveineuse. Et elles sont aussi utilisables sous forme d'aérosol en ce qui concerne l'adrénaline. La demi-vie est très courte, quelques minutes. Ceci étant lié au métabolisme rapide et au recaptage. L'élimination est urinaire sous forme de méthanéphrine et d'acide vanylmandélique. Les effets indésirables. Les effets indésirables sont dominés par les troubles du rythme, et une vasoconstriction périphérique. Parfois, on peut observer des céphalées et des tremblements. Les indications. L'adrénaline et la noradrénaline peuvent être utilisées seules dans le traitement d'urgence du choc anaphylactique et de l'arrêt cardiovasculaire. Elles peuvent aussi être utilisées en association
et ceci pour leurs effets vasoconstricteurs. Association avec les anesthésiques locaux. Dans le but de réduire la diffusion des anesthésiques locaux, diffusion à partir de leur site d'injection. Et donc, ceci limite leurs effets indésirables généraux. Donc voilà en ce qui concerne la noradrénaline et l'adrénaline, et voyons maintenant la dopamine. Dopamine, donc, qui est un stimulant alpha, bêta 1 et bêta 2, et bien sûr stimulant dopaminergique. La dopamine qui est la seule substance de ce type commercialisée en France. Alors, je rappelle que la dopamine est le précurseur physiologique de la noradrénaline et de l'adrénaline. Et elle présente des propriétés qui dépendent de la posologie utilisée. À dose faible, la dopamine stimule surtout les récepteurs dopaminergiques, donc DA1, entraînant une vasodilatation rénale, splanchnique et coronaire. À dose moyenne, des effets bêta 1 et bêta 2, se surajoutent aux effets DA1. Il en résulte une vasodilatation générale et donc une diminution des résistances périphériques. Elle exerce aussi des effets inotropes positifs et chronotropes positifs. Mais il est intéressant de noter que l'effet chronotrope positif nécessite des doses plus élevées que celles provoquant l'effet inotrope. Et ceci est un avantage de la dopamine, permettant ainsi de différencier les deux effets. À forte dose, des effets alpha-adrénergiques s'ajoutent aux effets précédents avec une vasoconstriction prédominante, d'où une augmentation de la pression artérielle. On peut donc dire qu'à dose faible et moyenne,
l'effet cardiaque de la dopamine est globalement bénéfique, avec une augmentation du débit cardiaque par effet inotrope positif, sans tachycardie. Par contre, à forte dose, la tachycardie, l'augmentation de la pression artérielle et l'inotropisme entraînent une augmentation de la consommation en oxygène par le myocarde, pouvant aggraver une insuffisance coronarienne préexistante. Pharmacocinétique et voie d'administration de la dopamine. Elle est inactive lorsqu'elle est administrée par voie orale. Elle doit donc être administrée par voie intraveineuse. Sa demi-vie est courte, de l'ordre de 2 minutes, pour les mêmes raisons que ce qui se passe pour les catécholamines, donc dégradation rapide, ce qui rend nécessaire, bien sûr, son administration en perfusion continue. Le catabolisme est essentiellement hépatique. L'élimination est urinaire, soit directement, sous forme d'acide homovanillique, ou soit indirectement après transformation en noradrénaline et en adrénaline sous forme d'acide vanylmandélique. Alors, les indications et les effets indésirables de la dopamine. Les indications, elle est indiquée dans les syndromes de bas débit cardiaque, post-opératoire par exemple. Elle est indiquée aussi dans le traitement des troubles hémodynamiques de l'état de choc. Les effets indésirables. Ces effets indésirables sont surtout observés en cas d'utilisation de fortes doses. Ils sont voisins de ceux de l'adrénaline, c'est-à-dire troubles du rythme, vasoconstriction périphérique
céphalée ou encore nausée. Bien, j'en ai terminé donc avec les sympathomimétiques directs. Et on va pouvoir passer maintenant aux sympatholytiques directs, c'est-à-dire avec les bloquants. Donc on va commencer par les bêta-bloquants, les sympatholytiques des récepteurs bêta-adrénergiques, qui représentent une classe pharmacologique très importante. Les bêta-bloquants sont donc des antagonistes spécifiques des récepteurs bêta-adrénergiques. Et ils s'opposent à la stimulation des récepteurs bêta, stimulation par le système nerveux orthosympathique, par l'injection d'adrénaline ou encore l'injection d'isoprénaline. Voyons la classification des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants peuvent être caractérisés par 3 propriétés. Première propriété, ce que l'on appelle l'effet stabilisant de membrane, appelé encore action anesthésique locale ou kinidine-like. Mais cet effet stabilisant de membrane ne s'observe ou ne s'exerce que pour des doses très supérieures à celles permettant le blocage des récepteurs bêta. Le chef de file des bêta-bloquants présentant cet effet stabilisant de membrane est le propranolol ou avlocardil. Deuxième propriété, c'est ce que l'on appelle la sélectivité bêta 1. Les bêta-bloquants qui possèdent cette propriété inhibent les récepteurs bêta 1 cardiaques à des doses plus faibles que celles nécessaires pour bloquer les récepteurs bêta 2. Aux doses thérapeutiques, ils ont une affinité plus forte pour les récepteurs bêta 1 cardiaques que pour les récepteurs bêta 2 bronchiques ou vasculaires. Mais je vous ai bien dit aux doses thérapeutiques, cela veut donc dire que cette sélectivité bêta 1 diminue avec l'augmentation des posologies. Troisième propriété,
c'est l'activité sympathomimétique intrinsèque, ou ASI. L'activité sympathomimétique intrinsèque correspond à une stimulation partielle des récepteurs bêta qui en pratique se manifeste essentiellement par un moindre ralentissement de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire une bradycardie moins prononcée. Alors cette ASI, à quoi peut-elle être due? Eh bien, elle serait due essentiellement à une stimulation bêta 2, stimulation bêta 2 à la fois présynaptique, ce qui favoriserait une libération de noradrénaline, et aussi à une stimulation post-synaptique des récepteurs bêta 2 au niveau cardiaque. Je vous rappelle ce que je vous ai dit hier, c'est qu'il existait au niveau cardiaque des récepteurs bêta 2 dont la stimulation entraîne les mêmes effets que la stimulation des récepteurs bêta 1. Alors, seule la bêta 1 sélectivité et l'activité sympathomimétique intrinsèque ont une importance clinique et ces deux propriétés sont donc utilisées pour classer les différents bêta-bloquants. Or, ce tableau vous présente les différents bêta-bloquants, la grande majorité de ceux qui sont les plus importants, selon que ces bêta-bloquants sont non sélectifs, sans activité sympathomimétique intrinsèque, ou bien non sélectifs, mais avec activité sympathomimétique intrinsèque. Et on peut en distinguer les bêta-bloquants qui sont bêta 1 sélectifs, sans ASI, ou avec ASI. Alors, parmi tous ces bêta-bloquants, bon, vous voyez ici le propranolol qui, lui, donc, possède des propriétés stabilisantes de membrane. Et vous avez aussi le carvedilol, j'y reviendrai plus tard, puisque c'est un des bêta-bloquants qui est indiqué dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et le carvedilol, comme d'ailleurs aussi l'abétalol, possède des propriétés vasodilatatrices qui sont liées à un blocage des récepteurs alpha. Autres bêta-bloquants que l'on peut souligner, ce sont les bêta-bloquants bêta 1 sélectifs tels que le métoprolol et le bisoprolol, qui eux aussi ont une indication, une autorisation de mise sur le marché dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et puis on peut citer aussi un tout nouveau bêta-bloquant qui vient d'obtenir l'AMM, là aussi dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, qui est aussi utilisé dans le traitement de l'hypertension. C'est le nebivolol, qui lui aussi a des propriétés vasodilatatrices, mais qui résulte non pas d'un effet alpha-bloquant, mais d'une stimulation de la libération
de monoxyde d'azote, de NO, à partir des cellules endothéliales. On va en rester là pour aujourd'hui et donc demain, nous continuerons sur les propriétés pharmacologiques des bêta-bloquants.